Bonjour à tous. En 1991, lorsque l'URSS s'est effondrée, des dissidents ont réclamé un procès des crimes du communisme soviétique, ou tout au moins, ils espéraient qu'une commission établisse les crimes de façon irrécusable, les crimes qu'avait commis ce régime. Pour ces dissidents, c'était la condition indispensable pour que la Russie puisse s'extraire de son héritage totalitaire, rompre avec lui et pour que la Russie espère construire une démocratie libérale. Or, ce procès des crimes du communisme soviétique n'a pas eu lieu. Alors, nous qui connaissons la suite, nous qui vivons à l'heure de la guerre en Ukraine, déclenchée par Vladimir Poutine, est-ce que nous sommes en droit de nous interroger? Est-ce que les craintes de ces dissidents se sont vérifiées sur l'évolution de la Russie? Est-ce que ce procès qu'ils ont espéré, c'était une utopie ou est-ce qu'au contraire, c'était possible ou envisageable? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir deux éminents historiens, spécialistes du communisme et de la Russie. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS. Vous avez dirigé, faut-il le rappeler, le livre noir du communisme qui a eu un immense retentissement. Et parmi vos nombreux ouvrages, citons Lénine, l'inventeur du totalitarisme chez Perrin en 2017. François Stom, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences honoraire à la Sorbonne. Et parmi vos nombreux livres, saluons Beria, le Janus du Kremlin, c'était aux éditions du Cerf en 2017, ça se lit comme un roman, je l'ai dévoré. Et également Comprendre le poutinisme aux éditions Desclés de Brouwer, c'était en 2018. Je dois dire que quand je vous avais lu, vous avez soupçonné de voir, disons, d'être un peu trop sévère ou un peu trop dur à l'égard de Vladimir Poutine. Et finalement, la suite a tout à fait corroboré la justesse, hélas, de vos analyses. Alors, rappelons d'abord les faits, le contexte. Quand cette revendication d'un procès est-elle née chez certains dissidents? Est-ce que c'était déjà une idée qui était dans l'air à l'époque du communisme triomphant, et que des dissidents à l'extérieur, en exil, auraient défendu? Ou est-ce que c'est une idée que Vladimir Boukhovski impose lorsque l'URSS s'effondre entre août et décembre 1991? C'était une revendication qui commence à se faire entendre à la fin des années 80 sous Gorbatchev. Elle était mise en avant et essentiellement justement par les démocrates les plus radicaux. Par exemple, je ne dirais pas que c'était le plus radical des démocrates, Yuri Afanassiev, mais à l'époque, il occupait vraiment la frange radicale des réformateurs, à l'époque de Gorbatchev. Donc l'historien Yuri Afanassiev avait cette idée d'un Nuremberg du communisme. Je pense également aux Baltes qui, à partir de 89, s'étaient véritablement réveillés et eux aussi avaient cette idée d'un nécessaire Nuremberg du communisme. Et ils étaient particulièrement bien placés pour la défendre puisqu'ils avaient été annexés par Staline en vertu des clauses secrètes du pacte germano-soviétique. Donc c'était une revendication qui émanait aussi de la périphérie de l'Empire soviétique. Et puis l'idée a fait son chemin, mais malheureusement sans aboutir véritablement, ou plutôt en aboutissant à une caricature. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant, Stéphane Courtois, que ces quelques dissidents, et puis aussi les intellectuels de République, comme à l'époque, comme les Baltes, est-ce qu'ils ont bénéficié du soutien, par exemple, de Mémorial, de gens de cette sensibilité, de défenseurs à la fois du souvenir des déportés du Goulag et puis des libertés publiques? Oui, je crois que c'est très important de citer Mémorial, puisque Mémorial commence dès 87-88, et il faut rappeler qu'à la fin de l'URSS, Mémorial, c'était une énorme association, plus de 100 000 personnes. Donc voilà, il y avait un véritable mouvement, alors d'abord de recherche de la vérité. Bon, et évidemment, si ensuite on veut faire un procès, il faut d'abord essayer d'établir les vérités. On sait très bien que dans l'URSS, tout était mensonge. Alors, il y avait un gros travail, comme on dit. Le pays du mensonge déconcertant, oui, dit un auteur. Donc,
d'abord ce mouvement de mémorial qui était vraiment un mouvement de... voilà, il faut établir la vérité. Évidemment, plus on établissait la vérité, plus on risquait d'aller vers un procès et un jugement. Ne serait-ce que d'abord un jugement moral, bien sûr, puis peut-être ensuite un jugement judiciaire. Le problème, c'est comment faire, parce qu'il faut quand même rappeler que si le procès de Nuremberg a existé en 1900, après la guerre de 1945, c'est essentiellement parce que les vainqueurs l'ont imposé. Or, l'URSS, elle n'a pas été vaincue par les impérialistes, contrairement à ce que raconte M. Poutine. Elle s'est effondrée sur elle-même, ce qui est tout à fait autre chose. Hein. Et elle s'est effondrée sur elle-même, mais toutes les structures et toutes les personnes étaient là. Hein, alors, avec un dernier élément qu'il faut rappeler, parce qu'on y reviendra sans doute, c'est qu'en URSS, il n'y avait pas de loi sur les archives. Les archives, dans n'importe quelle démocratie, il y a des lois sur les archives. Bon, vous pouvez les consulter, pas les consulter, dans telles conditions, etc. Là, non, il n'y avait pas de loi sur les archives étaient sous le contrôle du comité central. Bon, sauf que d'un seul coup, il n'y a plus de comité central. Donc voilà, on était dans une situation totalement de flou général, dont on a été, en tant qu'historien, on en a profité un moment, puisque justement, les archivistes ne savaient plus du tout à quoi se référer. Mais bon, très rapidement, de nouvelles lois ont été établies. Si on prend la situation, disons, de sidération qu'il y a eu un moment en décembre 1991, quand, à la stupeur générale de l'Occident, l'URSS s'effondre et Gorbatchev démissionne, il n'y a plus que Helsinki et la Fédération de Russie, puis toutes les républiques proclament leur indépendance. Très bien. À ce moment-là, est-ce qu'on peut évaluer, c'est très difficile ce que je vous demande, mais est-ce qu'on peut apprécier au doigt mouillé ce que représentent les gens qui veulent un procès, ou en tout cas une commission vérité, disons, sur ce qu'a été le régime soviétique dans la société russe de l'époque? Je crois qu'en 1991, les problèmes immédiats étaient tellement dramatiques. C'était une période où la situation économique était épouvantable. On se demandait si on arriverait à se chauffer. Il n'y avait plus de nourriture dans les magasins. Enfin, c'était une situation tellement... la situation matérielle était tellement angoissante, y compris pour les intellectuels, et même plus encore pour eux que pour d'autres, ces questions-là étaient passées à l'arrière-plan. On se demandait ce qui allait se passer. En fait, à l'automne 91, la situation était telle que on sentait que le pouvoir de Gorbatchev était en train de s'effriter complètement. Et là, encore une fois, les municipalités se demandaient comment elles allaient assurer la voirie, la nourriture, etc. Et quand même, Stéphane Courtois, il y a eu quand même des mouvements populaires, des mouvements de rage contre le siège du KGB, des foules qui ont manifesté, qui ont cessé d'avoir peur. On a mis à bas la statue du fondateur. C'était en août 91. C'était en août. Dzerzhinsky, oui. C'était quand même spectaculaire. Oui. Donc, dans cette ambiance-là, donc plutôt août 91. Août 91. Août 91. Moi, je parlais de l'automne. Je comprends. Donc, août 91, c'est-à-dire le putsch et l'échec du putsch, et donc l'espèce de libération de la parole. Est-ce que là, il n'y a pas eu... disons, une tendance de fond dans une fraction de la société civile russe pour dire, bon, maintenant, il faut en finir, donc dire la vérité, sortir les cadavres des placards? Oui, non. Mais ça se résume souvent à des petits groupes d'activistes. Hein. Ce sont des gens très peu nombreux qui essayent de s'engouffrer dans cette brèche. Oui. Mais ils sont très peu nombreux. Mémorial, bien sûr, existait, mais bon, même quelqu'un comme Sakharov, par exemple. Oui. Bon, Sakharov, bien sûr, il essaye de faire que le Parti communiste ne soit plus le parti dirigeant, etc. Mais on ne le voit pas s'engager dans un processus de jugement et de procès. Donc, ce qui est important après 91, après l'échec du putsch, c'est que le KGB avait pris un coup de massue sur la tête
et qu'il était complètement, pour un moment, il se demandait s'il allait survivre. Yeltsin interdit le Parti communiste, ça c'est très important aussi. Donc, ils étaient tétanisés. Et il aurait pu y avoir un mouvement qui aurait profité de ce désarroi, surtout du KGB, pour pousser l'avantage. Mais ça, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Tout simplement, enfin en grande partie à cause encore une fois, des passions politiques immédiates de l'affrontement entre Gorbatchev et Yeltsin notamment, qui occupait le devant de la scène. Mais en décembre, à partir de décembre 91, François Stock, Yeltsin est seul maître à bord. Oui, mais alors là, la priorité, ça va être les réformes économiques. Là, on s'engage, il y a la libération des prix, et il y a tout le choc du programme de réforme. Et encore une fois, je dirais que les préoccupations plus larges, les préoccupations des dissidents passent encore une fois au second plan. En revanche, ce qui va mettre la question du procès du Parti communiste sur le devant de la scène, ça va être l'affrontement. Cette fois-ci, à partir de déjà février 92, l'affrontement entre Yeltsin et le Parlement qui devient de plus en plus communiste, contrôlé par les communistes. Alors les communistes vont vouloir intenter un procès à Yeltsin parce qu'il a interdit le Parti communiste. Et ça, c'est l'origine de ce... Oui, et Vladimir Boukhovski, je crois qu'il se sert de cette tribune, voilà. pour dire, puisque évidemment, le procès ne vise pas à faire le procès du parti, mais au contraire à l'autoriser ou non. Lui, il essaie de détourner un peu les réformateurs et Boukhovski vont profiter de cette brèche pour venir à ce programme de procès du communisme. Il était très persévérant, le Boukhovski. Et Boris Yeltsin, qui veut défaire la fraction communiste du parti, va s'appuyer sur ces dissidents qui, eux, étaient des idéalistes. Mais en fait, ils étaient en quelque sorte manipulés par un autre clan d'apparatchiks, qui était le clan des apparatchiks yeltsiniens. Mais ça aurait peut-être pu être leur intérêt de poursuivre dans cette voie et de s'attaquer au KGB. Mais on leur a donné quand même... Les archives se sont ouvertes. Ils ont vraiment profité de cette conjoncture exceptionnellement favorable de scission. Ce que vous nous expliquez, c'est que c'est des luttes de clans. Exactement. Qui ont déterminé... Qui ont permis de gagner du terrain aux libertés publiques à un moment. Voilà, c'était une brèche que ces dissidents, et Boukhovski surtout, ont exploité. Ils se sont engouffrés là-dedans, dans l'espoir justement de détourner le procès de l'intention des communistes et d'arriver à un procès du régime communiste lui-même. Alors, vous, en tant qu'historien, Stéphane Courtois, donc vous avez, par ce concours de circonstances, un libre accès aux archives pendant quelques années. Et ça devait être quand même très émouvant. Rappelez-vous, la première fois, vous arrivez, vous voyez, et on vous dit, servez-vous. Quand vous rentrez dans la caverne d'Ali Baba, c'est le plus beau jour de votre vie. Et quand vous êtes historien et que vous rentrez dans des archives dont je vous signale que jusqu'en 1991, on ne savait même pas s'il y avait des archives. Moi, je n'avais aucune idée. Vraiment ? Parce que c'est un régime qui écrivait beaucoup. Oui, mais gardait-il des archives ? Comment imaginer que les archives du Parti communiste français étaient toutes déposées dans un centre d'archives à Moscou ? Ça paraissait... Jusqu'à la fin ? Mais bien entendu. Mais bien entendu. Donc, ça paraissait stupéfiant. Bon. Et d'ailleurs, quand nous sommes arrivés, parce que j'étais avec deux collègues, donc à l'automne 92, en septembre 92, nous avons rencontré donc la personne, Madame Charnazarova, qui était la patronne des archives de l'Internationale communiste. Et dans un premier temps, c'était niet.
C'est-à-dire quand elle, avec beaucoup de salam aleik, elle nous a demandé qu'est-ce qu'on venait faire. On a dit, est-ce qu'il y a des archives du Parti communiste français? C'était à peu près, Parti communiste, comment vous dites? Francois? Ah, français. Ah non, désolé. Ah non, ça ne me dit absolument rien, etc. Bon. Il y a quand même eu des résistances, donc. Ah, il y avait une résistance très forte. Ces gens-là avaient été formés pour ne pas communiquer les archives. Hein. Et elles étaient, en principe, sous le contrôle du comité central. Il y avait du comité central. Du KGB. Et du KGB, bien entendu. Bon. Donc voilà. Hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, bon, au bout de quelques jours où nous errions dans les immenses couloirs de ce centre d'archives... C'est grand? Ah oui, c'était l'ancien institut du marxisme-léninisme en plein centre de Moscou, un bloc absolument invraisemblable, kafkaïen, et en passant dans des couloirs, avec des toutes petites lumières, etc., une porte s'est entrouverte et quelqu'un m'a fait comme ça. Sérieusement? Oui, c'est un film que vous nous racontez. Non, mais c'est... Et moi, je dois dire que j'étais... Si je rentre, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et en fait, c'était un historien du centre qui savait évidemment très bien que nous étions arrivés, qu'on était là, et qu'on nous avait refusé, qu'on nous avait dit qu'il n'y avait rien. Oui. Et donc, il m'a fait tout un cinéma au moment où j'allais sortir de son bureau, après quelques salam aleik. Il m'a dit, oh, mais attendez, alors il avait une immense bibliothèque, il faisait semblant de chercher un livre, finalement, il a trouvé le livre, après, il a fait semblant de chercher, et puis d'un seul coup, il me montre une petite cote, là, tout en bas, 517. Mais dans un anglais approximatif, il me dit, je crois que c'est le fonds français. Ah. Je me précipite chez le directeur, hein, Cyril Anderson, un vrai historien qui venait d'être nommé, qui venait de reprendre ça en main. Et je lui dis, j'arrive fou furieux, évidemment, en disant, voilà, on me dit qu'il n'y a rien, et là, voilà. Oh, il me dit, calmez-vous, il parle très bien français, calmez-vous. Je le vois, alors, un bureau à la soviétique, à une table de 10 mètres de long, des téléphones partout. Il prend son téléphone. Allô, Charnazarova. Alors, je le regarde, ahuri, et je lui dis, alors, allez voir Madame Charnazarova. J'arrive chez Charnazarova. Et l'ambiance est... Monsieur Courtois, les archives du Parti communiste français. Quelques milliers de dossiers. Hein. Juste une petite... et vous les avez eus, finalement? Et on les a eus. Et vous, cher François Stom, comment ça s'est passé, votre premier contact avec ces archives? Moi, on me donnait des archives, mais on ne me donnait jamais ce que je demandais. En fait, c'était... Leur politique, c'était de ne pas refuser, mais de vous donner des trucs complètement... Enfin, sans intérêt. Oui, sans intérêt. Qui a obtenu des médailles, comment le présidium distribuait. Voilà, le genre de choses qui n'avaient aucun rapport. Et puis des détails sociologiques, la construction de telle usine, enfin des questions sociologiques, mais qui n'avaient aucun rapport avec ce que moi je cherchais. Vous cherchiez quoi? Je cherchais, je travaillais déjà sur Beria, et je voulais un peu le chef de la police politique à la fin des années Staline. Voilà, c'est ça. Donc je cherchais des archives qui m'éclairent sur les mécanismes politiques, les discussions du Politburo, etc. Enfin, les archives de Staline, par exemple. Et ma tactique, quand j'ai vu la manière dont je perdais du temps à Moscou, finalement, ça a été d'aller dans les républiques, et les ex-républiques soviétiques, où là, par exemple, les archives du KGB de Lituanie, on m'a ouvert les portes, et là, je pouvais prendre absolument ce que je voulais. C'était là la caverne d'Ali Baba. Vous avez, bien sûr, il fallait y penser. Vous avez été reçu à bras ouverts. J'étais même, je crois, la première étrangère à entrer, quand les fourneaux étaient encore chauds, des documents qu'ils avaient brûlés en partant. Et ils avaient récupéré des choses? Et ils avaient brûlé beaucoup de choses. Hein. On voyait qu'il y avait beaucoup dans des fourneaux. Et donc les Baltes avaient pris possession de ces locaux après que le KGB soit parti. Voilà, et j'ai pu entrer là et aller directement dans les rayons voir ce qui était là. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses parce que comme l'Union soviétique était hyper centralisée, eh bien, en étudiant les archives locales, les correspondances avec le centre, on arrivait à reconstituer la politique de Moscou. Donc je me suis débrouillée comme ça,
dans Montbéliard, d'ailleurs, on voit bien que les principaux fonds d'archives que je cite sont des archives périphériques. Donc vous diriez que grâce quand même à cet appel d'air, même s'il y a eu de la rétention d'informations, vous avez réussi à la surmonter. Vous diriez que votre connaissance du régime soviétique s'est affinée. Oui. Vous avez vraiment fait de belles découvertes. Oui. Votre plus belle découverte, Stéphane Courtois. On a tout redécouvert. Non mais attendez, pendant des dizaines d'années, on a fait l'histoire du communisme, de l'Union soviétique, etc., sans aucune archive du système ou du Parti communiste français. Donc tout ce qu'on racontait, bien sûr, on essayait d'être rationnel, d'analyser, etc. Mais où sont les preuves? Les preuves, elles étaient là, enfin. Elles existaient. Elles existaient, et c'était stupéfiant parce que, regardez des choses comme l'affaire de Katyn. Oui. C'est tout à fait ahurissant. L'assassinat par Staline de plusieurs dizaines de milliers d'officiers polonais de 25 000 Polonais, dont les 4 400 du charnier de Katyn. Oui. Eh bien, tout ça tenait sur une simple feuille de papier, comme celle que vous tenez, 21-29-7, l'ordre du 5 mars 1940 de Staline et de tout le bureau politique, ordonnant l'ordre d'assassinat. Bon, et comment comme on expliquer disait à l'époque la mesure suprême. François Stom, mais quand même, donc voilà. Comment expliquer qu'un régime pareil n'ait pas brûlé, n'ait pas détruit la trace de cet ordre? Voilà. Non, Alors, ce qu'ont fait les membres du Politburo après la mort de Staline, c'est qu'il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites, ce qui les concernait, eux. Tous les crimes, par exemple, Khrouchtchev a passé au crible les archives pour détruire ce qui concernait ses propres crimes. Malenkov a fait pareil, Beria sans doute pareil. Donc, beaucoup d'archives ont été détruites, mais celles qui concernaient Staline, paradoxalement, elles sont restées. Celles qui impliquaient Staline, parce que les successeurs n'étaient pas fâchés. Est-ce que ça veut dire que ce régime se croyait tellement éternel qu'il pouvait garder une trace écrite parce qu'il risquait rien? C'est ça le fond de l'affaire? Ah oui, c'est tout à fait clair. Oui, et dans l'affaire de Katyn, d'après ce que je sais, c'était effectivement... Ce document d'une page était dans une enveloppe scellée sur laquelle était indiqué à conserver pour l'éternité, quand même. C'est quand même extraordinaire. Comme ça, textuellement? Oui. Pour des et gens en plus, je crois qu'ils ne pensaient même pas vraiment commettre des crimes. Ils pensaient que... Ah ben non, pour eux, c'était des mesures de défense de la révolution. C'était la légalité socialiste, comme ils disaient dans leur vocabulaire. François Stom, pour revenir à Boukowski, qui a vraiment été un combattant remarquable dans cette affaire, à un moment, il semble regretter que les Occidentaux n'aient pas mis la pression à Helsinki pour faire ce procès. Mais est-ce que ça vous paraît recevable comme critique des Occidentaux? Est-ce qu'ils étaient en position de pousser, sinon à un procès qui était peut-être utopique, mais enfin à une commission qui essaye de faire toute la lumière de façon irrécusable sur ce régime? Je crois en tout cas que ça n'aurait pas fait de différence. Il y a eu d'ailleurs des pressions occidentales. Margaret Thatcher était très favorable, par exemple. Il y a eu des députés du Parlement européen qui ont aussi fait des démarches. Mais à mon avis, même si les Occidentaux avaient été plus insistants et sur ce point, ça n'aurait pas influencé le cours des choses en Russie. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont jamais fait qu'à leur tête. Même à l'époque de Boris Yeltsin, alors que les communistes accusaient Boris Yeltsin d'être le chef du gouvernement d'occupation occidentale en Russie. Et justement, dans ce contexte-là, les pressions occidentales auraient été exploitées pour dire, voilà, il est à la botte des Occidentaux pour discréditer la Russie, calomnier la Russie, etc. Tout ça existait déjà. Tout ce contexte toxique qu'on voit aujourd'hui, il existait déjà en 92, et même... il était déjà très virulent. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui explique que l'affaire du jugement sur le parti a fini en eau de boudin, parce que Boris Yeltsin n'a pas osé affronter
affronter les bruns rouges, comme on les Vous appelait. pensez que personnellement, intellectuellement, il trouvait que c'était envisageable, il aurait pu le faire? Ou il était prisonnier de son parcours personnel? Oui, il était prisonnier de son parcours personnel et surtout prisonnier de considérations politiques. En 92-93, l'affrontement avec le Parlement était déjà aigu. Et ça finira par des coups de canon en 93. Oui. Mais tout ça, ça a mûri lentement, mais l'affrontement était aigu. Et Yeltsin ne voulait pas créer un nouveau champ de bataille alors qu'il y en avait déjà tellement par ailleurs. Il ne voulait pas ouvrir un nouveau front avec ses adversaires. Je crois qu'il était sincèrement anticommuniste. Dans un sens, il avait compris que ce qu'était le communisme de façon un peu viscérale. Je crois qu'il était sincère. C'est quand même à mettre à son crédit. Oui. C'est un personnage qui finalement aujourd'hui est un peu oublié, Yeltsin, enfin c'est un peu le passé. Mais sa nature, quand même son parcours d'apparatchik l'a repris malheureusement. Tous ces gens-là avaient été des communistes de haut niveau. Enfin, Boris Yeltsin était le patron de la région de Sverdlov. C'est lui qui avait fait... Enfin, sur ordre, bien entendu, mais c'est lui qui avait fait raser la fameuse maison Ipatiev où avait été assassinée toute la famille impériale. Bon, il était quand même membre du Politburo. Donc voilà, tous ces gens-là étaient quand même étroitement associés au régime. Les hommes du sérail. Et à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce qui peut se passer? Ouh là là, refermons-la, c'est plus prudent. Hein, et alors, en plus, quand effectivement, comme le dit Françoise, se mêlent des enjeux politiques immédiats, violents, parce que là, c'était violent, hein, quand on tire sur le Parlement. Oui, parce qu'il faut rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce qu'ils vont sans doute tomber de leur chaise, mais qu'en 1993, l'armée tire sur le Parlement. Exactement. Ça se finit, c'est pas une image. Avec des morts. Et le Parlement était insurrectionnel. Il avait créé un gouvernement alternatif. Et en armes dans le Parlement. Et en armes, oui. Donc ça se finit dans le sang. Ah oui, ça se finit dans le sang. On frisait la guerre civile. Ah oui, on frisait la guerre civile. Oui. Je crois que ça c'est... Donc, merci. L'atmosphère était extrêmement toxique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en novembre 1993, Zhirinovsky s'est prononcé pour... un Nuremberg du communisme. C'est un peu inattendu venant de lui, parce que c'était l'agitateur. Oui, c'est quand on voit le personnage. C'est très curieux, non ? Justement, parce qu'à l'époque, il faisait déjà son travail Et en fait, son travail, c'était d'attirer les voix de l'opposition communiste, éventuellement, de les détourner et de les mettre au service du Kremlin. Et donc, il faisait le travail pour Boris Yeltsin. Donc, c'est un indice qui, ça a quand même été envisagé. Voilà, la question était dans ça l'air. montre, encore Merci une fois, beaucoup. Merci beaucoup à tous deux. L'impossibilité de tirer les leçons du communisme, l'impossibilité de le condamner, est un aspect du drame de la Russie, de son malheur actuel. Cette affaire a préparé, a rendu possible l'ascension de Vladimir Poutine en légitimant son projet, hélas. Merci à mes deux invités. Merci Françoise Thom. Merci Stéphane Courtois. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'histoire.